se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il est au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tags, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Reda. Salut mon copain. Salut les gars. Bon, on va venir faire cette petite preview Maroc-Pays-Bas parce que bon, on a débriefé ensemble le match contre le Maroc, contre le Brésil en ouverture. Bon, après, il y a eu ce deuxième match contre l'Écosse, mais on n'avait pas eu le temps de débriefer et face à Haïti non plus. Donc, c'est bien, on va pouvoir se remettre un petit peu à jour avec toi, mon copain, sur le Maroc et puis se projeter un peu sur le 16e de finale de la nuit prochaine à 3h du matin. Et ouais, ça va piquer un petit peu les copains. Sur Maroc-Pays-Bas et donc qui on voit passer. Donc, allez-y les copains, vous pouvez y aller. Le chat est ouvert. Donnez vos avis. Dites-nous si pour vous c'est plutôt le Maroc qui passe ou plutôt les Pays-Bas. Nous, on va essayer de prendre les stats. On va essayer de voir un peu avec nos sensibilités et dire, en toute honnêteté, ce qu'on pense. Même si je sais que déjà, mon copain, tu vas plutôt pencher vers le Maroc, non ? Forcément. Après, c'est un match qui est très disputé, ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est un des 16e les plus indécis de toute la liste. Et je pense que ça va être une confrontation intéressante parce que tu as des bonnes forces des deux côtés. Tu as un milieu de terrain très solide. Offensivement aussi, tu as des bonnes garanties côté Pays-Bas comme côté Maroc. Donc en vrai, je pense que ça vaudra le coup de se lever à 3h du matin pour regarder ce match-là. Alors, il y a deux options. C'est-à-dire que si déjà tu es supporter d'une des deux équipes, et en l'occurrence marocaine, bon, oui, évidemment, tu vas te lever. Mais là où tu as raison, c'est que moi, par exemple, même si là, j'ai mon petit maillot des Pays-Bas, je suis un gars extérieur, et je le dis très honnêtement, le Maroc-Pays-Bas, ça fait partie des 16e de finale, si c'est pas le 16e de finale, qui me hype le plus, avec peut-être, je l'ai dit, le Côte d'Ivoire-Norvège aussi qui me hype. Mais vraiment, oui, là, pour toute personne qui aime le foot, ouais, faut se lever à 3h du matin. Ah ouais, c'est sûr. Donc là, je suis en train de partager les compos probables. Bon, déjà, juste, je voulais voir avec toi, est-ce que tu penses que Wahbi va nous remettre, on va dire, plutôt ce qui se dégage de l'équipe type, ou tu as entendu des choses qui pouvaient aller dans le sens d'un changement tactique, d'homme, ou moi, je ne cache pas, sur ce que j'ai pu lire un peu avant le match, j'ai l'impression qu'on part sur une équipe type pour Wahbi, pour ce match. Bah ouais, forcément, tu vas garder l'équipe type que tu as alignée contre le Brésil et contre l'Écosse, vu qu'il a fait tourner pas mal pendant le match contre Haïti, ça m'a surpris. Et on l'a dit, je crois, contre le Brésil. Malheureusement, t'as pas la profondeur de banc qu'on espérait. Il y a certains postes où
où justement les doublures, elles ont pas réellement apporté de satisfaction et tu sens que c'est un cran en dessous. Donc je pense que tu vas repartir sur le même 11 que contre le Brésil et contre l'Écosse, et à juste titre, parce que en vrai, il y a pas énormément de joueurs qui t'ont vraiment déçu, même si il y a quelques petites modifications à faire, mais en soi, je pense que on va garder le même 11. Bah, le 11, voilà, celui que je suis en train de partager. Donc, on est d'accord avec Bounou dans les cages, Hakimi et Mazraoui sur les côtés, charnière centrale, Diop et Riyad. Au milieu, alors je sais pas si c'est que double pivot ou milieu à 3, mais appelle ça comme tu veux, avec Boadi, El Ainaoui, Ounahi en pointe haute, et puis bah, sur les côtés, El Khanous, Brahim Diaz et Saïbari. Pour toi, il n'y a pas mieux? Il n'y a pas mieux que ce 11-là à mettre? Non, en vrai, comme je disais, ton 11, il t'a vraiment apporté des garanties quasiment à tous les postes. T'as pas de joueur qui t'a réellement déçu, même il y a eu beaucoup de choses à corriger sur certains joueurs. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais comme on l'avait dit, je crois, contre le Brésil, tu sens que sur ton banc, malheureusement, t'as pas la profondeur que t'espérais et que justement, c'est un cran en dessous. On l'a vu avec des joueurs qui performent en club et qui ont du mal. Moi, par exemple, je prends un El Mourabet qui est très bon. On l'a vu rentrer sur des bouts de match. C'était très compliqué. On a vu des Talbi pas apporter de réelle satisfaction. Un El Kaabi qui a été catastrophique, pour pas dire autre chose, contre Haïti. Donc, ouais, pour le coup, tu as vraiment un 11 qui s'est installé où tu as réellement des garanties partout. Et après, du coup, tu as ton banc où tu as très peu de joueurs qui ont marqué des points sur le peu de temps de jeu qu'ils ont eu. Parce que là, mine de rien, entre-temps, il y a eu ce fameux match contre Haïti. Et on s'est envoyé quelques messages pendant le match. Et tu semblais dire à ce moment-là qu'il y avait quelques joueurs qui n'avaient pas marqué de points, en fait. T'as des joueurs qui en ont perdu. T'as des joueurs qui ont perdu des points. El Kaabi, ça a été le premier. Parce que pour le coup, c'était catastrophique, pour pas dire autre chose. Son apport sur le terrain, il a rien apporté. Même dans les courses, tu sens que le mec, il était pas dedans. Il n'avait pas la dalle qu'il pouvait avoir il y a quelques années. Je sais pas si c'est l'âge ou c'est un facteur psychologique par rapport à la CAN, mais c'est pas le El Kaabi qu'on connaît. Et on l'a vu, hein, Rahimi, il est rentré, il a marqué, même si il fait pas l'entrée du siècle. Je trouve que sur ses entrées, parce qu'il a eu beaucoup plus de temps de jeu que El Kaabi sur ce début de compétition-là, il a été beaucoup plus intéressant. Même si son rendement offensif, il marque pas à chaque fois qu'il rentre, tu sens que dans l'apport, dans le jeu, il est beaucoup plus intéressant qu'El Kaabi. Et pour moi, je ne sais pas dans la hiérarchie de Wahabi où est-ce qu'il est placé les deux, mais pour moi, Rahimi, il est clairement devant. Donc, oui. Maintenant, on va être d'accord. Là, c'est aussi un petit peu la trouvaille depuis le début de la compétition, mais on reste avec Saïbari devant. Là, je pense bien sûr. Il n'y a pas de débat. Là, tu as réussi à trouver le joueur qui est dans les bonnes dispositions physiques, mentales, techniques, tactiques, ce que tu veux. Là, faut en profiter. Il marquait sur les 3 matchs. Depuis le début de la Coupe du Monde. Oui, là, pour moi, pour avoir une chance en plus parce qu'il faut parler aussi un petit peu de cette équipe en face des Pays-Bas, face à cette défense qui, alors oui, sur le papier, alors Van Eke, c'est pas forcément le plus sexy, mais Van Dijk, forcément. C'est des lourdeaux en face. Mais c'est lourdeau. Donc là, pour le coup, c'est vrai que si tu me dis que c'était El Kaabi qui allait jouer contre ces deux-là, tu vas rien faire. Franchement, tu fais rien. Et Saïbari, il est dans les bonnes dispositions. Tu as un El Khanous qui est très compatible avec lui. Bon, tu as Brahim Diaz, je vais lui taper sur les doigts, et je pense plus que certains, parce que pour moi, je vais être méchant avec lui. Hein. Mais son début de Coupe du Monde, il est vraiment pas bon du tout. Hein. Pour pas dire autre chose. Je vais pas dire qu'il est catastrophique, mais on l'a vu contre Haïti. Même l'état d'esprit, c'est pas possible. Ouais, j'ai l'impression. J'aime pas. J'aime vraiment pas. J'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau de l'état d'esprit. En fait, après, peut-être que c'est moi qui surinterprète la chose, mais moi, j'ai l'impression qu'il est pas vraiment au service du collectif. Et j'ai cette impression qu'il a pas une envie de se rattraper, mais une envie de prouver les choses. Et tu le sens beaucoup trop, parce que dans son jeu,
Il y a des moments où il peut jouer beaucoup plus simple. Et je le disais déjà contre le Brésil. C'est pas parce qu'il a fait une passe décisive que je vais être biaisé sur ça, parce qu'il y a beaucoup de phases de jeu où il ralentit trop le jeu. Que ce soit Ounahi un peu moins, mais pour moi, lui, il peut réellement. Là, tu vas avoir la réponse à ta question, parce que en face, tu vas avoir une équipe où si t'es pas réaliste devant et tu saisis pas ta chance, bah derrière, tu vas te faire punir, parce que devant aussi, ils sont très bons. Ils sont efficaces, les Pays-Bas. Donc, tu peux pas te permettre de griller tes cartouches. Ah Et ouais, c'est ça. avoir un joueur comme Brahim qui joue pas forcément simple, qui veut jouer en 4, 5, 6 touches de balle, bah sur des matchs comme ça peut être, ça peut être un élément qui peut te faire perdre le match à lui tout seul. Donc là, oui, parce qu'après va se poser la question, je te coupe juste, mais je pose juste aussi la question dans ce type de match, tu penses que qui va avoir le ballon? C'est plutôt, tu penses que ça va être plutôt les Marocains ou ça va plutôt être les Pays-Bas? Parce que là, je suis en train de partager les stats et quand tu regardes, ces deux équipes ont quasiment 60% de possession les deux. Donc là, dans ce délire-là, on est sur un 50-50, c'est-à-dire on se répond un peu chacun avec nos armes, ou tu penses qu'une des deux sélections peut se dire, bon, à la limite, vu les profils, peut-être on laisse le ballon à l'adversaire et on pique en transition. Tu vois quoi, un statu quo 50-50 en possesse ou une équipe qui arrive à prendre l'ascendant sur l'autre? Pour moi, et c'est ce qui fait que le match il est très intéressant, surtout au niveau tactique, c'est que ce facteur-là, il va être très important parce qu'il va déterminer, je ne vais pas dire l'équipe qui va gagner le match, mais l'équipe qui va avoir la main mise dessus. Et tout va jouer au milieu de terrain. Parce que pour moi, l'équipe qui va gagner la bataille du milieu de terrain, forcément, elle aura la possession. Et en plus de ça, tu es dans une physionomie de match où tu as deux milieux de terrain qui sont très, très intéressants. Après, je pense que je pencherai plus côté Maroc, parce que si je juge le milieu de terrain du Maroc et le milieu de terrain des Pays-Bas, je trouve que les trois joueurs au milieu du Maroc sont beaucoup plus complémentaires ensemble que les trois des Pays-Bas, sans enlever bien sûr la qualité individuelle de Reinders, de Jong et Gravenberch. Mais je trouve que Bouhadji, El Ainaoui et Ounahi, même si Ounahi ne fait pas la Coupe du Monde du siècle, je trouve que les trois, ils sont beaucoup plus complémentaires. Et on l'a vu au milieu, sur les deux matchs où ils ont été associés, le milieu de terrain, ça ne voyait pas le jour. Et même contre le Brésil, qui avait un milieu de terrain avec des très bonnes qualités individuelles, face au milieu de terrain du Maroc, c'était compliqué de sortir la tête de l'eau. Et je pense que ça va être la même chose. Alors après, tu as raison sur un truc, c'est que sur le papier, voilà, si on est à FIFA, oui, le milieu des Pays-Bas, Reinders, De Jong, Gravenberch, c'est génial, c'est super. Là où je te rejoins, c'est que malgré ces noms-là, et on va dire même peut-être même cette compatibilité sur le papier, c'est pas aussi flagrant. C'est pas aussi flagrant, et même depuis le début de la compétition, parce que c'est sur ça qu'on se base, c'est pas aussi flagrant. Et c'est vrai que dans ce qu'on a pu voir du Maroc sur on va dire principalement les deux matchs, parce qu'après contre Haïti, il fait plus tourner, on est plus forcément sur les mêmes configurations. Sur les deux matchs, oui, je sais pas si on a trouvé plus de certitude côté Maroc au milieu de terrain, mais en tout cas, ils peuvent les regarder en face en matière de complémentarité. Oui, je suis d'accord. Et c'est l'occasion aussi de redire, on l'avait dit après le match contre le Brésil, que oui, évidemment, Bouhadji participe aussi justement à cette lecture-là. C'est-à-dire, si on arrive à dire ça, c'est aussi parce que Bouhadji s'est super bien adapté et acclimaté dans cette sélection des Lions. Après, attention, hein, parce que le match contre Haïti, il y en a peu qui l'ont relevé, mais Amrabat, il fait un match très solide. Hein. Et il a souvent été décrié. Je pense que c'est un choix de Wahbi, à juste titre, de faire souffler Bouhadji pour les 16e. Mais Amrabat, il te fait un vrai match contre Haïti. Et ça serait pas déconnant de le voir rentrer à la 75e pour apporter un peu plus d'impact physique dans le milieu de terrain. Et ça peut vraiment faire la différence. Là où beaucoup disaient qu'à la CAN, Amrabat, c'était un peu un lourdeau et qu'il avait perdu un peu cette aura. Il n'y était pas. Je pense que physiquement, il n'y était pas. Il était blessé. Et il y avait des gros doutes là-dessus, parce qu'à Bouhadji, son premier match en Coupe du Monde, il a direct apporté de la satisfaction. Mais là, pour le coup, le match contre Haïti, Amrabat, il a vraiment apporté cet impact physique qu'on attend de lui. Et pour moi, il fait partie des joueurs qui ont gagné des points sur ce match-là contre Haïti.
Après, il y a Viva Rafa qui nous dit sur le chat, qui nous dit beaucoup pensent que le banc n'est pas fort. Moi, je le trouve beaucoup plus fourni et qualitatif qu'en 2022. Bah après, forcément, si tu compares avec 2022, sur le papier, encore une fois, c'est sûr, c'est sûr que c'est meilleur. Parce qu'en plus de ça, en 2022, en huitième de finale, je crois que tu commences déjà à avoir des cadres qui se blessent. Là où là, tu as tous tes joueurs qui sont opérationnels. Et après, quand tu juges sur les prestations que les remplaçants, ont livré sur le temps de jeu qu'ils ont eu, et on en a vu pas mal, t'en as pas vraiment qui t'ont apporté satisfaction. Là où en 2022, bah, t'as des joueurs qui, quand ils rentrent, ils t'apportent de la satisfaction. Après, je dis pas que tout le monde t'apporte de la sérénité. El Yamir, c'est pas ouf. Dari, c'était pas ouf. Mais là, t'as des El Kaabi qui sont pas fous. Hal, il a beaucoup été décrié au début de la compétition. Je trouve qu'il fait un match solide, surtout dans la relance. Je l'ai trouvé plus rassurant qu'Issa Diop, alors que normalement, Issa Diop, on sait que c'est un de ses points forts avec le jeu aérien. Là, pour le coup, Hal, moi, je l'ai trouvé intéressant contre Haïti, après avoir contre une équipe qui te propose un peu plus. Je pense qu'il aurait. Et tu penses que, vu que là, c'est que des compos probables, tu penses que lui, il pourrait faire le match avec Issa Diop? C'est vrai que Issa Diop, il a fait 2-3 dingueries. Hein. Je pense pas. Je pense que Wahbi il va rester sur la charnière Shadi Riyad. Issa Diop, je pense que derrière, ça va pas bouger. Mais Hal intéressant en sortie de banc, ça peut vraiment être bien pour les 10-15 dernières minutes. Pareil, là où beaucoup avant la compétition disaient c'était un peu un no-name, tu vois, il est arrivé. Et en match amical, je crois qu'il joue contre l'Équateur. Il y en a beaucoup qui veulent pas le voir parce que on va pas dire qu'il t'a fait quelques dingueries, mais il t'a pas apporté de certitude derrière. Là, contre Haïti, je l'ai trouvé rassurant. Il a pas eu énormément de dingueries après à voir, tu vois, face à une attaque qui propose beaucoup plus que Haïti, même si Haïti a été intéressante contre nous. À voir est-ce qu'il tient le choc ou pas. Mais après, par exemple aussi, on n'en a pas parlé, mais Salah Eddine, qu'on a beaucoup encensé à la CAN, moi le premier, il te fait un match dégueulasse contre Haïti. Là, évidemment, Mazraoui, il est tranquille. Hein, Mazraoui, là, déjà qu'on n'avait pas. On n'a pas grand monde pour le bousculer. Le seul potentiel prospect qui pouvait un peu lui faire de l'œil, là, pour le coup, il s'est grillé tout seul. Ah oui, non, là, très clairement, c'est pas sur ce match-là qu'il va inverser la tendance. Ça, je suis d'accord. Juste, je suis en train de revérifier, tu vois, là, le banc du Maroc face à l'Espagne en 2022. Non, vraiment, mon copain, c'est quand même meilleur ce que tu as quand même là maintenant. C'est quand même meilleur. Offensivement, je crois que tu as Ilyas Chahir. T'as Abdé, parce que à gauche, t'as Boufal. T'as Boufal. Sur le banc, t'as un Abouklal. Abouklal, il fait pas une Coupe du Monde dégueu, hein, franchement. Non, mais est-ce que c'est meilleur ou pas? Tu sais quoi, ça serait limite un débat à faire, tu vois, en prenant les joueurs un par un et de regarder si véritablement le Maroc a un meilleur effectif là en 2026 qu'en 2022. Moi, j'ai tendance à dire que... Aboukhlal, là, aujourd'hui, son équivalent, je dirais que c'est Talbi, parce qu'Aboukhlal, tu peux le jouer en neuf ou en faux neuf ou à gauche. Là, tu as Talbi ou, on va dire, El Khannous, même si c'est pas son poste, ça reste déjà un peu mieux, tu vois. Mais ouais, pour le coup, sur le papier, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le fait que c'est plus qualitatif que 2022, mais... Et puis juste, mon copain, juste dans ton milieu de terrain, là tu vois, tu es en train de kiffer, tu es en train de... Amala, franchement... Amala, on l'oublie pas. Après, attention, Amala, il fait pas une Coupe du Monde dégueu. Hein. Mais non, c'est justement ça. Mais après, en fait, je voulais te relancer juste là-dessus en te disant, bon... Je l'avais oublié, ce mec-là. Hein. Tu me rappelles de pas très bons souvenirs parce que ça se finit pas très bien avec nous. Hein. Oui, mais attends, je suis désolé. Au final, te dire que ça, on va dire, tu avais ce type de joueur-là en 2022 et que là, t'as El Ainaoui, Bouadji, Ounahi, ouais, franchement, je signe tous les jours. Et voilà, je suis désolé, mais quand même, le upgrade, il est quand même présent. Et donc, ça rejoint aussi ce fameux truc. Oui, alors peut-être qu'en fait, la nuance qu'il y a, c'est que le banc que tu as au Maroc ne va peut-être pas te permettre forcément d'aller plus loin dans la compétition. Ce n'est pas les remplaçants qui vont peut-être t'apporter cette touche-là. Par contre, le 11, non, moi je suis désolé, le 11, c'est bien meilleur que ce que j'ai pu voir en 2022. Alors peut-être que ça ne fera pas demi-finale, hein, mais là je parle juste qualitativement et dans l'expression en plus de ce qu'on peut voir. Ouais, parce que d'un point de vue du jeu aussi, parlons en 2 minutes,
On l'a assez dit pendant plus de 2 ans qu'on est sur cette chaîne. Avec Walid Regragui, on se régalait pas forcément en fait. Ah ouais. Là, je suis désolé, le contenu des matchs est beaucoup plus plaisant. Et tu le sens, même tactiquement, tu sens que Wahabi maîtrise son sujet. Là où Regragui, bah voilà, bah voilà, on prend conscience des forces en présence qu'on a. Bah voilà, on a des bonnes individualités. Et on va dire, je vais pas parler. C'est facile de parler comme ça après l'exploit de 2022, mais sur des matchs où tu joues des gros, bah tu te dis, bah on va subir et tu vois, c'est un peu. On va les regarder d'en bas. Là où tu sens qu'avec Wahabi, contre le Brésil, bah, la donne, elle a totalement changé. Et bah, on regarde le Brésil dans les yeux et au final, ça fait 1-1 en étant malchanceux, tu vois. Après, là, c'est là où j'ai la sensation. Après, et pourtant, il est arrivé qu'au mois de février-mars, hein, Wahabi. Ouais. Mais j'ai la sensation qu'en fait, le plan est plus clair, en fait. C'est-à-dire que, et c'est pareil, dans plein de sélections, et même des majeurs, hein, par exemple, je pense à l'Angleterre, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, tu sens pas d'idée directrice. Tu sais pas où en fait l'équipe elle va, tu sais pas où la sélection elle va. Là, vraiment, peut-être que ça va s'arrêter en 16e. On va se positionner dans quelques minutes sur ça, mais je vois où va le Maroc avec Wahabi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un plan de jeu un peu subi, comme tu viens de dire, avec bon bah j'ai quelques individualités. On va essayer de mettre un collectif en place et puis on verra ce que ça va donner. Là, pour moi, je sens des temps forts, des temps faibles, une gestion. Et même dans les temps faibles, tu sens que c'est beaucoup mieux maîtrisé que Regragui. Parce que l'équipe, tu sens qu'elle sait qu'elle peut subir, là où avec Regragui, au moindre temps faible, et peu importe la qualité de l'équipe que tu as en face, bah, ça peut péter à tout moment. Et en fait, tu sentais moins de marge avec Regragui qu'avec Wahabi. Et même là, tu vois, pourtant, le match contre Haïti, ça peut ressembler à un match bourbier. Tu te prends le but rapidement. Tu as fait tourner aussi un petit peu. Et en fait, lui, je l'ai vu à plusieurs reprises parce qu'ils ont montré quelques images à la fin du match. Tu vois, tu sens que le gars, ouais, en fait, et ça tranche avec un Regragui qui était, alors je te dis pas qu'il surjouait parce qu'encore une fois, faut pas cracher dans la soupe. Voilà, et clairement, ce qu'a fait Regragui, clairement, c'est aussi très très qualitatif et il a mené le Maroc à un endroit qui avait jamais été fait par aucune sélection africaine. Faut jamais l'oublier. Mais là, ouais, on va dire, moi en tant qu'amateur de foot, pas marocain, ouais, je te le dis, je prends plus de plaisir à voir le Maroc maintenant qu'avec Regragui où ça tenait plus à un fil en fait. Et je vais même aller plus loin et je pense que tu n'avais même pas conscience de ça. J'ai pas la stat, mais je crois que dans toute l'ère Regragui, on a réussi à remporter un match, je crois, 1 ou 2 fois après avoir été mené au score. C'est-à-dire que tu savais que quand tu es mené au score, et même dans l'état d'esprit, tu le sentais, bah, c'était panique totale. Alors que là, tu vois, je vais pas mentir, le scénario, il ressemblait un peu à un scénario catastrophe contre Haïti. Tu te dis, putain, t'encaisses le premier but très vite. Ça sent mauvais. Et on se le disait même pendant le match. Alors que là, tu vois, à 1-0, bah, tu sentais que l'équipe, elle allait revenir. Il y en a beaucoup qui connaissent pas réellement la sélection marocaine ou qui la suivent de loin, qui disaient, ah bah c'est bon, le Maroc, il va couler parce qu'on avait l'habitude de ça. Nous, on savait qu'à partir du moment où on se faisait mener au score, bah, ça allait, je ne vais pas dire que ça allait être impossible, mais ça allait être très dur. Tu vois, tu allais plus courir au score plutôt qu'être dans la maîtrise, avoir confiance en tes capacités et remonter la pente. Et ben là, c'est clairement ce qui s'est passé. Et tu te fais mener 2 fois au score dans le même match, parce qu'il y a 1-1, ensuite le 2-1. Et là, après, tu déroules derrière. Et on l'a vu même dans la prestation, c'était plein de maîtrise, même si tu te prends 2 buts. Bah oui, parce que c'est différent. Eh ouais, c'est ça, tu fais la différence, tu trembles pas au final parce que ton dernier quart d'heure, voilà, tu as fait la différence et après, au final, c'est quoi? C'est 4-2 en plus? Ouais, c'est 4-2. 4-2, ouais, tu te permets de faire tourner, tu fais rentrer Jessim Yassine qui marque en plus, tu te permets de faire des changements, etc. On peut voir un peu des nouvelles têtes. Bah là, pour le coup, tu vois, tu montres, je vais pas dire que tu es au sommet de ton art, mais que la copie, tu la maîtrises. Bah, voilà, c'est-à-dire que là, on a d'un côté, et là, on vient bien d'en parler, du côté marocain, on va pas dire que tous les signaux sont au vert, mais il y en a quand même pas mal qui sont au vert. Et
que ça soit tactiquement, techniquement, la maîtrise que semble avoir Wahabi sur son groupe, l'adhésion et tout ça, ouais, pour moi, ça colle. Et de l'autre côté, va falloir être clair. De l'autre, même si pourtant c'est une sélection qui a généralement l'habitude d'avoir des problèmes, pas de comportement, mais en tout cas de cohésion, là, j'ai quand même la sensation que du côté des Pays-Bas, Koeman a réussi à faire un espèce d'amalgame avec tous les gars et qu'ils vont tous dans le même sens et qu'on n'est pas avec, on va dire, une expression collective où c'est juste des individualités. On en a parlé ensemble pour le Pays-Bas-Suède. Par séquence, les Pays-Bas offensivement, c'est du haut niveau quand même. Ah Donc oui. là, pour moi, et ça va être là aussi que va se jouer une partie du match, c'est est-ce que la défense marocaine, elle est en capacité de pouvoir tenir face aux assauts néerlandais, parce que les Néerlandais, ils ont planté. Alors, ok, c'est contre la Tunisie, ils ont planté 3, mais vraiment en marchant. Ils en mettent 5 contre la Suède, vraiment pareil, en donnant l'impression de pas forcément faire le match de dingue, mais juste ça s'enchaîne. Ils maîtrisent. Et contre le Japon, ils en mettent 2 aussi. Donc, est-ce que tu penses que cette défense marocaine, comme on vient de le dire, c'est peut-être pas le premier point fort de cette équipe. Est-ce que tu penses que ça tient face à la furia hollandaise des Gakpo, Brobet, Malen, Somerville et tous les autres? Bah après, je pense que ça va être dans je pense que ça va être dans le discours de Wahabi. Là, pour le coup, là où j'ai vu, je vais pas dire de la nonchalance, mais quelques moments de flottement à certaines actions, notamment contre le Brésil du Maroc. Là, pour le coup, tu sais à quoi t'attendre en face. Tu sais que les mecs, ils en ont planté pas mal contre des équipes. On va pas dire, c'était pas des peintres à part peut-être la Tunisie, mais tu sais que devant c'est très réaliste et que le moindre moment de flottement, ça va je vais pas dire que ça va faire automatiquement but, mais ça va t'apporter un gros danger. Et je vais prendre l'exemple de Vinicius, c'était un peu ça, tu vois. Vinicius, pendant le match contre le Brésil, t'avais le malheur de le laisser une demi-seconde tout seul. Le mec, le but, c'est ça. Le but, c'est un manque pas d'implication, mais un manque de vigilance de notre défense. Ça fait but derrière. Et là, ça va être pareil. Et ça va être encore pire parce que les Pays-Bas, c'est criminellement réaliste. Les mecs, je vais pas dire que tu as une frappe, un but, mais c'est beaucoup plus, en tout cas, c'est beaucoup plus réaliste que nous devant les cages. Et c'est là, je pense que c'est même le point où il va falloir faire plus attention encore que la défense. C'est que le Maroc sait se procurer des occasions, mais il va falloir être clinique devant parce que derrière, t'es pas à l'abri de te faire punir. Et je pense que c'est un match où on va avoir beaucoup de buts. Ah ouais, toi tu penses? Moi, je pense que ça va être un match ouvert où des deux côtés, ça va marquer. Je pense que si je devais donner un pronostic, je pense qu'on sera sur un 3-2 pour le Maroc, mais des deux côtés, ça va marquer. Non, je pense aussi. De toute façon, on a 2 équipes. Alors, plutôt proactives. Ouais, je pense qu'on peut dire pour les deux. C'est-à-dire, de toute façon, on l'a vu. Hein, c'est 2 équipes qui ont la balle, qui essaient de produire du jeu. Donc, on va avoir ça. Et il y a Viva Rafa sur le chat qui nous dit attention, et ouais, c'est assez intéressant cette info. Attention, parce qu'ils ont marqué 8 de leurs 10 buts, les Hollandais sur centre. Donc, est-ce que dans le jeu aérien, justement, la fameuse charnière Diop-Riyad, tu la sens capacité de pouvoir tenir? Parce que sur coup de pied arrêté, ils sont pas mal. Hein. Que ce soit Van Dijk, Van Eyck, Van de Ven, il y a quand même de la taille sur coup de pied arrêté. Il y a quand même de la taille. Après aussi, on sait que sous Regragui, c'était un peu notre talon d'Achille, les coups de pied arrêtés. Après, par exemple, je te donne un exemple. Issa Diop, lui, c'est en fonction de la météo s'il est bon de la tête ou pas. Parce qu'il y a des moments où le mec, il t'apporte de la sérénité dans le jeu aérien. Autant il y a des moments, le mec, il te fait flipper, il te fait des têtes avec l'arrière du crâne. Moi, je crois que c'était contre le Brésil. Je crois qu'il a raté toutes ses têtes, il les rate. Mais tu vois, je sais que sur un beau jour, il peut être très bon de la tête, il peut t'apporter de la sérénité. Shadi Riyad, c'est très solide. Après, à nous d'être vigilants, et je pense que même, tu vois, tu as parlé de gabarit. Nous, malheureusement, c'est un peu, je ne veux pas dire ce qui nous fait défaut, mais au milieu de terrain, nos joueurs, ils ne sont pas très grands. Défensivement, on n'a pas des Golgoth à Paris Diop. Donc ça, tu vois, sur ça aussi, il va falloir être vigilant. Et Bounou, voilà, on sait que
à certains moments, même si on sait que c'est un très bon gardien, il peut avoir des trous d'air sur coup de pied arrêté. Et on va pas dire te faire des sorties hasardeuses, mais des moments où il peut Il est plus à l'aise sur sa ligne. Il est plus à l'aise sur sa ligne que sur les sorties aériennes. Est-ce que c'est dû au gabarit? Pourtant, il est pas petit. Il est pas petit, mais je sais pas. Il y a des moments où lui aussi, pareil, il peut avoir des trous d'air sur des centres et ça peut te. Ah bah là, va pas falloir parce que non seulement sur la partie aérienne, comme nous dit Viva Rafa sur le chat, mais surtout même dans la partie juste purement gardien. Là, mon copain Bounou, il va falloir qu'il soit véritablement bon parce que après, c'est ça le truc, c'est que là où j'ai tendance à quand même me dire que le Maroc peut avoir des chances, c'est que tu vois, même si tu viens à encaisser l'ouverture du score, tu as de la place derrière. Défensivement, c'est vraiment prenable. Honnêtement, ils s'en prennent. Ils en ont pris pas mal pour un groupe. On va pas dire un groupe facile, mais un groupe où forcément tu prends un but contre la Tunisie. Tu prends un but contre la Tunisie quand même. Donc quand même. Tu vois, c'est quand même, c'est peut-être un peu un troll dit comme ça, mais de l'autre, c'est quand même révélateur. Et il n'y a aucun match où tu fais un clean sheet. Là où le Maroc, tu sens que le match contre l'Écosse, franchement, c'est maîtrisé. Alors oui, il y a le match contre Haïti, tu prends 2 buts, mais on l'a dit, l'équipe elle est remaniée et tu es quasiment déjà qualifié avant de jouer ce match-là. Donc bon, tu vois, dans la préparation, c'est un peu différent. Et ce qu'on a pu voir du match contre le Brésil nous montre bien que, voilà, défensivement, le Maroc, il tire la route. Maintenant, de l'autre, je te dis, la puissance offensive et surtout, moi, ce que je vois, ça va être le fameux côté droit avec les montées de Dumfries. Là, vraiment, Mazraoui, il a intérêt d'être au taquet. Hein. Bah ouais, c'est ça aussi. T'as le duel des latéraux parce que d'un côté t'as Dumfries et de l'autre t'as Hakimi. Et on sait que les deux, ils aiment beaucoup monter, combiner avec les attaquants. Donc c'est d'un côté comme de l'autre. Après, franchement, Mazraoui, je me fais vraiment pas de soucis parce que le mec, depuis le début de la compétition, je vais pas dire que c'est un des hommes forts, que ce soit dans l'attitude, parce que pour moi, il a plus l'étoffe d'un taulier que Hakimi. Mais même dans le jeu, le mec, c'est un essuie-glace. Il a vraiment apporté la sérénité. Et je dirais même, il a apporté plus de sérénité sur son côté gauche que Hakimi sur son côté droit depuis le début de la Coupe du Monde. Donc vraiment, ce côté gauche, il me fait vraiment pas flipper. Moi, pour le coup, c'est vraiment ce côté droit où même, j'en ai pas parlé, mais même au niveau de l'attitude, Hakimi, je suis pas fan depuis le début de la compétition. Ah ouais? Ah, tu vois, j'allais te poser la question justement sur sa Coupe du Monde. Tu trouves pas qu'il monte un peu en puissance? Dans le jeu, oui. Dans l'attitude, non. Franchement, moi, ce côté droit-là, on nous l'a souvent vendu comme étant le côté dangereux du Maroc parce que tu as Brahim Diaz et Hakimi. Pour moi, les deux sont décevants. En tout cas, ils sont pas là où on les attend. Déjà, est-ce que c'est complémentaire déjà les deux? Je sais pas. Tu vois. Je sais pas, mais je vais même aller plus loin. Après, tu vois, c'est très tôt pour faire la comparaison, mais je trouve qu'en termes de complémentarité, et je parle pas de niveau, hein, parce que Brahim Diaz, c'est l'année-lumière de Jessim Yacine, mais en termes de complémentarité, je trouve que Hakimi, Yacine, c'est beaucoup plus complémentaire que Brahim Diaz et Hakimi. Ça, non, mais on l'a vu. De toute façon, on va pas se mentir, hein, Brahim Diaz, c'est un peu même le drame de sa vie, hormis la Panenka. Mais le drame de sa vie, c'est en fait d'être, on va dire, formé à un poste, allez, on va dire de numéro 10, un poste qui coltiner sur l'aile. On l'a dit même à la CAN. Heureusement qu'il te fait une bonne prestation jusqu'à la finale. Mais sinon, avant la CAN, Brahim Diaz c'était très décevant sur son côté droit. Je me rappelle d'un moment, je ne vais pas parler d'époque parce qu'on dirait que je parle d'il y a 20 ans, mais il y a un moment donné où il jouait avec Ziyech, lui en numéro 10 et Ziyech à droite, et ça se marchait sur les pieds. Et là, pour le coup, il n'avait pas apporté de réelle sérénité sur ce côté droit, mais depuis la CAN, on va dire, on le juge que depuis la CAN où il a vraiment performé sur ce côté droit-là. Mais depuis cette CAN-là, il est un peu retombé dans ses travers. Et moi, franchement, je suis vraiment pas fan. Parce que le deuxième but, je crois le but d'Isidore, je crois que c'est le deuxième but, à la base, c'est une paire de balles bête où tu n'as aucun danger et tu peux lâcher le ballon. Et en fait, le mec, il veut
il veut jouer en 4, 5, 6, il veut faire la différence, il perd le ballon et derrière, ça fait but. Et ça, c'est un but qu'on a encaissé, mais il y a plusieurs occasions depuis le début de la Coupe du Monde où on ne pas de but, mais ça amène un réel danger sur le but. Et là, soit à certains moments, il ne fait pas la passe quand il faut. J'ai en tête, moi, une ou deux situations pour Saïbari. Il rentre dans la surface et il veut dribbler ou le tirer, ou bien il ne fait pas la passe. Moi, il y a des moments, franchement, il me fait péter un câble. Après, vraiment, peut-être que c'est moi qui est vraiment dur avec le joueur, mais à le voir jouer depuis le début de la compétition, c'est très frustrant. Non, mais après, je partage. Je partage sa Coupe du Monde. Pour l'instant, elle n'est pas au niveau des attentes qu'il peut y avoir. Maintenant, moi, je ne suis pas super étonné dans le sens où ça n'a jamais été pour moi un véritable milieu droit ou un ailier droit. Il n'a pas en plus la caisse physique, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est rattrapé. Et c'est malheureux parce que là, c'est pas une question de talent, en fait. C'est une question de physique. Et dans ces postes-là, c'est pas possible. C'est pas à ces niveaux-là. Tu vois, c'est toujours la même chose. C'est que si, par contre, il est dans une sélection moins compétitive, avec moins d'ambition et moins d'enjeu, et dans un club pareil, avec moins d'ambition et moins d'enjeu, je pense qu'on pourra avoir un Brahim Diaz qui s'éclate complètement. Tu vois, avec lequel on peut faire confiance et dans lequel on le met dans les meilleures conditions. Mais dans les équipes qu'il fréquente, c'est-à-dire le Maroc et les Real, c'est pas possible en fait. Donc on peut pas te mettre dans les meilleures conditions. Donc on est obligé de t'inventer un peu ce poste qui est pas naturel chez toi, mais on voit que là en gros pour pouvoir te mettre. Et sauf que au Real, de toute façon, on a trouvé d'autres véritables situations, d'autres gars pour prendre ce poste-là. Et en sélection, pour l'instant, pour moi, il y est un peu par défaut. Et comme tu as dit, évidemment, Brahim Diaz, c'est plus sexy que Jessim Yacine. Maintenant, après, ça va être le terrain, en fait. Et si après, Jessim Yacine, quand il est aligné, en fait, un quart d'heure, 20 minutes, il est plus compétitif et il est meilleur que Brahim Diaz, à un moment donné, se posera la question pour Wahbi. Forcément, après, il y a forcément là où il part avec du retard. Lui et Amaïmouni, qui sont les deux concurrents directs à Brahim Diaz sur ce côté droit, c'est que les deux n'ont pas d'expérience au haut niveau avec le Muntakhab. Et même en club, même si l'argument il se tient un peu plus parce que Brahim Diaz, c'est pas le mec qui a le plus de temps de jeu dans cette sélection, forcément, il joue pas des masses, que ce soit avec Francfort ou avec Strasbourg. Mais il y aura un moment donné où tu vois s'il y a vraiment ce manque d'efficacité et encore, je vais pas dire cette nonchalance, mais cette attitude-là, il va y avoir des questions qui se posent parce que si tu rentres au bout de 15-20 minutes et tu es plus décisif que Brahim Diaz et même dans le jeu, tu apportes plus d'arguments que lui, il y aura peut-être la porte, elle sera peut-être entrouverte. Après, je me projette, mais la porte, elle sera peut-être entrouverte de se dire, est-ce que Brahim Diaz, c'est vraiment l'homme de la situation à droite? Est-ce que ça serait pas bien de tenter quelque chose? Parce que même Amaïmouni, qui n'a pas été décisif, le gars, même s'il ne te fait pas l'entrée du siècle, tu vois des choses. Techniquement, tu vois que c'est bon. Tu vois qu'il tente des choses sur le peu de temps de jeu qu'il apporte. Jessim Yacine, sa première entrée, c'est contre Haïti. Le mec, il marque. On n'a pas dit qu'il t'a dribblé 18 joueurs et qui est... Non, mais il est efficace. Mais tu vois que voilà, il est efficace, il marque quand il faut marquer et son profil, il peut être intéressant. C'est pas Brahim Diaz, il apporte pas une certitude à 1000% et pour moi, c'est pas un titulaire indiscutable aujourd'hui avec le Muntakhab et on le voit encore aujourd'hui à cette Coupe du Monde. Est-ce que le paramètre, alors on sort un tout petit peu juste du terrain, mais tu vas voir, ça a du sens. Est-ce que le paramètre de forte communauté marocaine aux Pays-Bas, est-ce que s'il y a un truc, ça peut avoir une incidence ou non, c'est connexe, c'est pas plus important que ça pour toi? En vrai, je pense que ça a son importance, comme en 2022, tu joues l'Espagne, tu joues la France. On sait que c'est des pays où il y a une forte diaspora marocaine. Les Pays-Bas, c'est pareil. Je pense que, et connaissant un peu Wahbi, je pense qu'il va forcément, il va le mentionner dans tu penses dans la causerie? C'est le genre de sa causerie, ça va être le genre de choses qui peut, pas galvaniser, mais ça peut apporter un argument qui
qui va changer un peu la mentalité, la mentalité, la vision du match de certains joueurs. Et on sait qu'il y a des joueurs qui vont jouer et qui sont nés aux Pays-Bas. Je pense à Mazraoui, Saïbari, je crois qu'il est né en Espagne. Il y a Salahdine aussi qui est né aux Pays-Bas. On a quelques joueurs dans les quelques-uns. Il y en a qui quelques-uns. sont nés aux Pays-Bas et pour qui ça va être un match, un peu particulier. Donc ouais, forcément, ça a son incidence. Ça va pas non plus changer l'issue de la rencontre, mais ça va être un détail qui va être notifié par Wahabi dans sa causerie, je pense. Et tu penses que là, je suis en train de partager le truc en posant la question de savoir quel coach peut faire la différence. Tu penses que Wahabi, là pour le coup, il peut prendre la mesure de Ronald Koeman en face? Tu penses qu'il peut arriver non seulement à gagner, mais à gagner en gros en continuant de jouer le jeu qu'on a pu voir des Marocains et pas être dans l'adaptation? Bah, en soi, moi j'y crois honnêtement. Si on voit dès l'entame de match la même intensité que contre le Brésil, par exemple, je sais qu'à ce moment-là, je vais pas dire il y a pas d'équipe qui peut nous tenir tête, mais il y a peu d'équipes qui peuvent sortir la tête de l'eau face à une entame de match comme ça, parce que dans le contre-pressing, bah, tu es agressif, tu es sur tous les deuxièmes ballons et tu es chirurgical devant. Après, tu vois, ça dépend de l'état d'esprit, mais je pense que en espérant, tu vois, qu'on retrouve un peu cette entame de match qu'on a trouvé contre le Brésil, et je pense que c'est ce qu'on va retrouver parce que voilà, tu es dans un match en jeu, là, tu démarres une nouvelle compétition parce que tu perds le match, tu es dehors, et en plus de ça, tu joues une équipe qui, on est un peu dans la même physionomie que contre le Brésil, tu es un peu sur du 50-50, tu es face à une équipe qui, le match il est un peu indécis, etc. Je pense qu'on peut retrouver cette entame de match qu'on a trouvé face au Brésil. Je pense aussi, maintenant, ça va être aussi, comme je le présente, c'est aussi un test, mine de rien, pour Wahabi. De toute façon, cette Coupe du Monde, c'est un test aussi, évidemment, pour lui. Mais là, ce type d'affrontement contre ce type d'équipe en match à élimination directe, je vais pas te dire que c'est sa carrière qui peut basculer, parce que tu le sais comme moi, une carrière, c'est long, ça peut bouger. Mais là, s'il arrive à faire surperformer le Maroc et sortir les Pays-Bas, ouais, pour moi, ça serait quand même un gros signal qui est envoyé, parce que, ok, les amateurs du foot africain et encore plus du foot marocain, ok, on le connaît, mais pour le grand public, Mohamed Wahabi, on va pas se mentir, hein, c'est un peu un no-name, hein. Bah oui, ouais. Même pour nous, hein, franchement, avant la Coupe du Monde du vin, pour beaucoup, il y en a pas mal qui le connaissaient pas, tu vois. Il a fait ses armes à Anderlecht, ça, j'en avais entendu parler, mais c'était un peu un no-name du football marocain. Et même, la preuve, quand il y avait la question de choisir le sélectionneur qui allait succéder à Regragui, bah, t'avais un Sektiwi. Sektiwi, merci. T'avais un Sektiwi qui partait avec de l'avance. Et c'est vraiment la Coupe du Monde U20 qui a un peu redistribué les cartes et qui ont fait que Wahabi il a été préféré à Sektiwi. Bah, c'est ce que nous dit Viva Rafa, qui nous dit Wahabi, il va pas changer son style. Les U20, son style des U20, ils ont surpassé toutes les grandes nations avec le même plan de jeu, donc il va continuer pareil. Oui, bah, oui, je pense qu'il va pas être dans l'adaptation. Et là aussi, c'est pareil. Mine de rien, c'est un changement par rapport à Regragui, qui était tout le temps dans, on va dire, l'adaptation à l'adversaire. Là, tu penses, et ça a l'air d'être un peu le cas sur le chat aussi, que le Maroc va continuer à jouer son jeu, quoi, et va pas se suradapter. Bah, forcément, tu vas garder ton jeu, parce que si tu te travestis, ça peut être qui tout double. C'est soit tu arrives un peu à déjouer tactiquement les Pays-Bas, soit tu te brûles les ailes et tu te fais rouler dessus. Mais après, je pense que là où Wahabi on peut vraiment parler d'adaptabilité, ça sera dans les temps faibles. Parce que forcément, les équipes, elles sont différentes, elles ne gèrent pas les temps forts de la même manière. Et là, du coup, c'est à toi de réellement choisir la bonne tactique pour gérer les temps faibles. Et j'ai trouvé que Wahabi, il était très bon dans ça. Par exemple, contre l'Écosse, là où tu sais que le match, les mecs, ils vont jouer 10 minutes avant la fin, il s'est super bien adapté, même dans ses changements. Tu sais qu'il joue, mais c'est pas pour autant que tu vas subir à 100%. Et tu l'as vu sur les entrées,
T'étais pas là à attendre que l'Écosse ils te mettent le but du 1-1, t'étais là à chercher plus le 2-0 que le 1-1. Ouais, c'est ça. Pendant les 3 quarts du match, on sent beaucoup plus, je l'ai dit, et on l'a dit, on sent beaucoup plus de maîtrise de la part de l'équipe marocaine. Maintenant, de l'autre, oui, voilà, c'est le premier mot qui te vient, qui te vient quand tu penses aux Pays-Bas 2026, c'est pas maîtrise. Vraiment, c'est pas ce mot-là. Par contre, c'est vrai que potentiel offensif et armada offensive, j'avoue que c'est le principal truc qui me vient. Donc après, moi, je vais pas te dire que philosophiquement, c'est ce que je préfère dans le football. C'est-à-dire ce type d'équipe qui, c'est très bien que défensivement, elle est en galère, mais elle met tout sur l'offensive. Koeman n'est pas non plus à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un jusque boutiste pour aller là. Maintenant, le matériel qui est à disposition fait que pour moi, les Pays-Bas, s'ils veulent avoir une chance de passer, ils sont obligés, on va dire déjà, de marquer sur leurs occasions, mais ça, c'est valable pour tous les matchs. Mais vraiment, c'est de miser sur leur offensive parce que tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu vois plutôt un score style 3-2, mais j'avoue que je ne vois pas une demi-seconde les Pays-Bas en capacité de faire un clean sheet contre ce Maroc-là. Oui, franchement, il y en a beaucoup, surtout des je sais pas si tu as vu un peu si tu as vu la température par rapport à la presse hollandaise, mais beaucoup, le match, ça va être une formalité pour eux, de ce qu'a montré les Pays-Bas depuis le début de la compétition. On va se faire rouler dessus, etc. Je pense qu'ils n'ont pas assez vu le Maroc, ils n'ont pas assez vu leur équipe défensivement, parce que certes, encore une fois, tu n'es pas dans un groupe de peintres, mais défensivement, t'as pas montré, t'as donné aucune garantie parce que t'encaisses un but à chaque match. Même contre la Tunisie, qui pour moi est une des pires équipes de cette Coupe du Monde. Donc, je pense que le Maroc qui, quand même, sur 3 matchs, est à 6 buts, si je dis pas de bêtises, dont un clean sheet, a déjà apporté plus de garanties que toi sur cette phase de poule défensivement. Et offensivement, je vais pas non plus maxer le Maroc en disant offensivement c'est meilleur que les Pays-Bas, mais ça reste pas loin, tu vois, parce que c'est malgré tout ça reste quand même réaliste aussi devant les cages. Non, mais après ça c'est le problème de comment ce que tu viens de me dire là. Le problème c'est légendaire en fait. L'arrogance néerlandaise, véritablement, c'est un vrai problème. Parce que en 2022, il y avait beaucoup d'arrogance surtout côté espagnol, un peu moins côté portugais. Et on sait où est-ce que ça a mené. Là, pour le coup, c'est sûr. Dans ce type de cas, on l'a vu même, je ne sais pas si tu te rappelles, là, c'est un contexte club, mais cette année, avec le PSG Arsenal, les fameuses déclarations d'Arteta avant le match, avec oui, on va gagner, oui, on va gagner. Bon, au final, après, il faut les assumer, en fait, ces déclarations. Et de l'autre, les Néerlandais, je te dis, c'est généralement toujours ce qui les caractérise, c'est une certaine arrogance. Quand on parle de leur football, je ne parle pas en général, mais en termes de football, c'est qu'ils se sentent un peu, voire même très souvent, un peu supérieurs. On a eu les plus grands coachs, on a eu les plus grands joueurs, on a eu ceci, on a eu cela. Maintenant, c'est une réalité. Ils ont, pour un tout petit pays comme ça, contribué énormément à l'histoire du foot et à sa légende. Pas de problème. Mais par contre, oui, là, quand tu vois ce type d'approche-là, c'est-à-dire avec, en gros, on regarde du bord de notre fenêtre, les Marocains, ça a l'air. Là, j'avoue, ça me dérange un petit peu parce qu'on l'a dit, le Maroc, là, c'était pas juste en 2022. À la limite, il y aurait cette attitude-là en 2022, tu peux te faire surprendre. Comprendre parce que tu es un peu la surprise. Exactement. Là, pour le coup, t'es prévenu. T'as changé un peu de dimension parce que demi-finale en 2022, champion d'Afrique. Voilà, t'es pas l'équipe de 2022 qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et qui fait la surprise sur tous les matchs. Là, tu sais un petit peu à quoi t'attendre. Et encore plus au vu du début de la compétition. Par exemple, quand tu prends le Brésil, et on le disait avant le début du match, le Brésil il avait plus à perdre sur une défaite que le Maroc. Ah oui. Et ça montre que la dimension, c'est plus la même qu'avant le début de la Coupe du Monde au Qatar. Et c'est une erreur. L'arrogance, ça a jamais ramené très loin dans le foot et va falloir faire attention. Je pense
Je pense que l'équipe des Pays-Bas n'est pas dans cet état d'esprit-là. Je pense que c'est un peu plus la presse. Mais si l'équipe s'attend à dérouler comme contre la Tunisie ou contre la Suède, bah, ils vont être très surpris parce que je pense pas que ça va se passer comme ça. Ah ouais, non, très clairement. Et puis, attends, fais gaffe quand même, hein, dans l'équipe, tu as quand même un Memphis Depay. T'inquiète pas que Memphis Depay, en termes de melon, tu vois, c'est quand même bien élevé. Donc, lui, il peut peut-être être dans la vibe de « Oh, le Maroc, ouais, non, de toute façon, c'est pas très chaud. » Maintenant, il y a un autre point à voir. Alors, évidemment, on se projette un tout petit peu, mais en cas de qualification, là, je suis en train de partager le tableau. Bon, le vainqueur de cette rencontre va jouer peut-être un des plus faibles 8e finalistes parce que Afrique du Sud, Canada, sur le papier, c'est abordable. Sur le papier, j'insiste, parce que dans les faits, c'est autre chose. Parce que l'Afrique du Sud, je crois qu'il y a un petit contentieux, avec l'Afrique du Sud pour le Maroc. L'Afrique du Sud, il y a un gros contentieux. Après, attention, contexte Coupe du Monde et contexte Cannes, c'est deux contextes qui sont totalement différents. Largement. Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on a joué les Sud-Africains, ça n'a jamais été facile. On se voyait toujours trop beau, et que ce soit en match amical ou à la CAN, on s'est toujours ramassé la gueule. Mais attention, honnêtement, de ce que j'ai vu de l'Afrique du Sud depuis le début de la Coupe du Monde, c'est pas dingue. Vraiment pas dingue. Hein. Et même la qualif, elle est vraiment pas dingue. Après, de l'autre côté, tu as le Canada. Pareil. Sur le papier, attention, il y en a beaucoup qui disent que c'est fou. Le Canada, c'est vraiment pas fou. Tu es dans un groupe qui est très abordable, mais il y a un petit contentieux 2022. Ils ont une revanche à prendre. Mais sur le papier, je suis d'accord avec toi que ça reste beaucoup plus prenable que les Pays-Bas et c'est un beau cadeau. Après, il faut gagner contre les Pays-Bas. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là où, par contre, on va être d'accord, le Maroc n'est pas verni en tant que deuxième d'affronter un premier de groupe comme les Pays-Bas. Voilà, je suis en train de partager un peu le tableau. On se rend compte que tu as des équipes comme par exemple le Portugal qui se chope la Croatie. Bon, il y a pire. Il y a pire comme tirage au sort, sachant qu'ils ont fini eux aussi deuxième. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner, mais il y a peut-être aussi, mine de, ce côté un peu motivation. C'est-à-dire que, ok, si tu passes déjà, t'as fait si tu passes. Par contre, si tu passes les Pays-Bas, tu vas aller. Je vais pas dire. Je me projette un peu, mais je pense que tu vas aller loin. Parce que là, t'envoies un message fort, parce que, comme on l'a dit sur le débrief Pays-Bas-Suède, les mecs, ils ont envoyé un message fort en claquant. Si tu te prends, on va dire, un coup d'arrêt contre le Maroc, là, pour le coup, je vais pas dire que tu vas être la cible à abattre, mais tu vas dire, les autres équipes, je pense qu'elles vont se dire, putain, on est peut-être reparti pour une 2022. Là, tu deviens un outsider véritablement très crédible dans cette Coupe du Monde 2026. Et donc, que ça soit Pays-Bas ou Maroc, celui qui va se qualifier, forcément, va avoir un autre œil sur lui. Maintenant, pareil, si on se reprojette encore un peu plus loin, on se rend compte que, ok, il y a ce petit plat de résistance, ce petit dessert avec l'Afrique du Sud, Canada. Et après, il y a la revanche. Ouais. Par contre, après, ça risque d'être chaud parce que soit c'est Allemagne, soit c'est France. Et je pense que ça va être là. Vu la gueule de l'Allemagne depuis le début de la compétition, je pense que ça va être la France. Ouais. Et là, contre la France, ça risque d'être très compliqué. Hein. Franchement. La France de 2026, franchement, c'est franchement, à part sur un malentendu, je vois aucune équipe regarder la France dans les yeux. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, je suis d'accord, il n'y en a pas. Offensivement, c'est trop. Offensivement, vraiment, je ne vois aucune équipe. Hein. Parce dans les favoris, on a souvent cité l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne. Ces trois nations-là, elles ont été décevantes depuis le début de la compétition. Et la France, c'est la seule nation qui a confirmé les attentes qu'il y avait derrière. Et à part, je pense, l'Argentine. Ouais, quand même. Il n'y a vraiment personne qui parle avec la France. Après, l'Argentine, c'est pas de leur faute. Et c'est parce que le groupe, désolé, amis algériens, si vous regardez cette vidéo, franchement, le groupe était quand même... franchement, même avec le groupe, ils se sont imposés avec la manière. Pour le coup, tu peux dire un peu la même. Franchement, tu peux dire la même chose avec la France parce que le groupe, il n'était pas
il n'était pas autant relevé que ce qu'on attendait. Parce Non, que, mais quand même, Norvège-Sénégal, c'est quand même piège. C'est quand même piège. ouais, c'est sûr, mais tu survoles un peu les deux matchs. Même si. Ah bah, un peu. Ouais, t'es gentil, hein, le match contre la Norvège. Alors, ok, ils avaient fait tourner, mais ils n'ont pas survolé un petit peu. Hein, ils les ont vraiment. Alors, ok, il y a 2-3 momentum de match. Il y a l'arrêt de Maignan sur péno, ok, qui peut relancer. Mais à aucun moment, tu sens que la Norvège. T'as jamais réellement vu depuis le début de la compétition la France en difficulté, alors qu'on nous vendait un peu ce groupe-là comme le groupe de la mort. Donc là, pour le coup, je suis d'accord. une confrontation Maroc-France, surtout avec le contexte de 2022, parce qu'on sait qu'il y a eu quelques actions qui étaient litigieuses. Voilà. Sur un malentendu, encore une fois, ça peut passer pour le Maroc, mais franchement, la France, franchement, je priais pour ne pas tomber dans leur partie du tableau et que si parcours incroyable oblige, tu puisses les rencontrer qu'en finale. Mais là, je pense que la marche risque d'être trop haute. Mais attention, parce que si tu bats les Pays-Bas, tu bats Canada ou Afrique du Sud, tu arrives en quart de finale avec un peu cet esprit revanchard. Je pense que dans l'état d'esprit, ça peut être un beau match. Je pense que... Par contre, attends, si on se projette 2 minutes, aller jusqu'au bout, si après tu arrives à sortir les bleus, comme on l'a dit. Par contre, tu sors les bleus, tu vas au bout. Hein. Si tu vas pas au bout, c'est catastrophique. Ah oui. Non, mais c'est ce que nous dit aussi Rafa sur le chat. Il nous dit: moi non plus, je vois aucune équipe inquiéter l'équipe de France, mais vraiment aucune pour l'instant. Non, mais oui, pour l'instant. Après, attention, je veux pas faire mon ancien. Rien n'est fait dans le foot. Et en fait, attention, il y a l'image que tu vas développer, que tu vas donner pour ton premier tour, et il y a maintenant, on va dire, l'autre compétition qui commence. Il y en a eu plein. Et je dis pas que c'est ce qui va arriver chez le Bleu, mais il y en a eu plein des équipes qui ont fait carton plein pendant le premier tour, et derrière, ça a été beaucoup plus compliqué pour assurer. Maintenant, si l'équipe de France continue de jouer sur cette lancée-là, tu vas au bout. Je ne vois pas, en tout cas pour l'instant, d'équipe capable, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la regarder dans les yeux. L'Espagne de 2026, pour moi, elle est beaucoup plus balbutiante et elle est beaucoup moins rayonnante que ce qu'on a pu voir en 2024. Le Portugal, il y a encore beaucoup d'interrogations et je vais aller très vite, mais Cristiano Ronaldo 2026 encore en pointe, c'est pas possible. Lâche ça, garçon. Ça y est, c'est fini. Laisse ça, c'est pas possible. Et c'est encore pire quand tu vois l'apport que Messi là. Hein. Parce que là, pour le coup, tu te dis putain, mais le mec, tu sens la diff. Tu te dis putain, Messi, il claque des triplés et lui, il claque des doigts. C'est le positionnement. Tu vois, je sais pas ce que t'en penses. Et on va terminer notre débat, mais je sais pas ce que t'en penses. C'est aussi le positionnement. Être numéro 9 à cet âge-là, à plus de 40 ans. Ça demande beaucoup trop physiquement. Même si on nous vend, voilà, j'avais vu passer un tweet il y a pas longtemps, physiquement, Ronaldo, on lui donne 26 ans sur le papier, mais sur le terrain, on lui en donne 45. Et oui, en fait, c'est ça. Et là où il y a la vraie différence, et c'est pas refaire la comparaison entre les deux, c'est juste là maintenant entre les deux. En fait, Messi, moi, c'est la sensation que j'ai, c'est qu'en fait, c'est partagé et c'est assumé par toute l'équipe qu'il marche. On le met dans les meilleures dispositions et on s'en fout, en fait. Et tout le monde a ravalé un peu son ego en mode, OK, c'est pour Léo. Alors après, ça peut être considéré comme un peu lâche ou machin, comme tactique, mais au moins, c'est assumé par tout le monde. Et vu le positionnement qu'il a, c'est-à-dire à être libre, mais pas être le numéro 9, pas faire les appels, pas machin, être un peu c'est moins énergivore, forcément. C'est moins énergivore que de faire les appels, être numéro 9, tenter les détentes, faire tout ce que comporte le poste de numéro 9, c'est plus possible. Donc pour moi, surtout qu'ils ont Ramos sur le banc qui est pas dégueu, mais il s'entête malheureusement à vouloir. Il manque de courage. Et là, pour le coup, il manque vraiment de courage, Martinez, depuis le départ. Oui, mais après, Martinez, on le connaît un peu. C'est pas un Guardiola. Le mec, c'est un peu un peintre. C'est un peu un peintre. Il a quand même une chance énorme, ce gars-là, d'avoir eu la génération de la Belgique, qui était quasiment la meilleure de leur histoire. Il n'est pas allé au bout. Pas aller au bout. Et là, cette génération portugaise, on peut me l'expliquer comme on veut, hein, mais la génération portugaise, elle est extraordinaire. Hein. Il y a des joueurs de talent et de dingo. Et toi qui supportes le PSG, je pense que tu vas pas me dire le contraire. Sur le papier, t'as le meilleur milieu de terrain du monde. T'as Bruno Fernandes, excuse-moi, c'est difficile d'arriver à faire mieux quand même.
C'est un mec, il a une Ferrari, mais il conduit comme s'il avait une Clio 2. Et pourtant, même avec la Belgique, on a vu les limites tactiques de ce mec-là. Et tu le vois, titulariser Cristiano Ronaldo. Après, je ne sais pas s'il y a aussi ce côté du joueur qui a un peu cet ego, tu vois, de vouloir toujours avoir ce rôle de superstar plutôt que de support. Tu pourras pas savoir, mais c'est dommage parce que tu joues un peu avec un boulet autour de la cheville. Ah oui, très clairement. Bon, pour terminer, il y a Viva Rafa qui nous dit, pour tout à l'heure, notre réflexion si l'équipe de France venait à chuter contre le Maroc, qui nous dit, je donne pas cher de notre pot si on arrive en quart, mais si jamais, par contre, on y arrive, on va aller jusqu'au bout. Donc, en gros, je pense même que ça sera une finale Argentine-Maroc, même si ça, c'est dans un monde parallèle où... Après aussi, la France, ils ont un parcours facile sur le papier. Jusqu'au 8e de finale, tu prends quoi? La Suède. Après, tu prends potentiellement l'Allemagne, sachant que c'est vraiment pas fou. Et après, alors, c'est pas fou, pas de problème. Attends, ça reste un France-Allemagne. Attention. Ça reste un France-Allemagne, mais je te dirais un peu. Je dirais que tu vois, l'Allemagne, c'est un peu je les mets un peu dans la même case que contre le Brésil. Certes, c'est une équipe qui a un certain statut, mais dans la forme actuelle, voilà, c'est pas la meilleure version de l'équipe. Et je pense que c'est encore plus prenable pour la France de 2026 qui arrive en mode rouleau compresseur. Et défensivement, l'Allemagne, c'est pas possible. Non, c'est catastrophe. Et pourtant, sur le papier, tu as des bons joueurs, franchement. Ouais, mais Dieu sait que je l'adore. Franchement, pour moi, c'est une légende absolue, Manuel Neuer. Mais non. En 2026, 39 ans, c'est plus possible. Et pourtant, je l'adore. Pour moi, c'est une légende ultime. C'est le meilleur gardien de l'histoire. Mais là, en 39 ans, non, vraiment, il y est plus, quoi. Il y est plus. Même défensivement, sa défense, elle l'aide pas. Jonathan Ta, oh là là. Elle est loin, l'époque où tu avais des Boateng. Boateng Hummels, ouais, je te confirme que là, elle est loin cette époque. Ah bah ouais, parce que là, en plus, pour l'accompagner, c'est Rudiger. Alors, tu parlais tout à l'heure d'un joueur, ça dépend en fait de la météo pour savoir s'il va être bon de la tête ou pas. Le joueur millénaire. Que Rudiger, en fait, juste l'option, c'est de savoir si le cerveau, il est en on ou en off. Et c'est juste ça la seule différence. Mais ouais, il y a des inquiétudes. Mais France-Allemagne, ça reste France-Allemagne. France-Allemagne, je suis d'accord. Donc voilà. Bon, pour terminer, on se positionne, on voit qui passer? Maroc, 3-2. Les gars, mettez ça sur MPP, vous me remercierez plus tard. Score exact. Ok, donc on part sur le 3-2? On part sur le 3-2. Écoute, moi, je suis un peu plus mesuré. Moi, je vais te dire, je pense qu'on va aller jusqu'au prolong dans cette histoire. Avec des penalty. Et j'ai peur, mon copain, que tu aies une vraie séquence cardiaque un petit peu difficile et que ça se joue au péno. On est habitué, c'est bon. On a plus besoin de la ventoline. On a notre gardien national qui va nous les sortir. Donc moi, je verrais ça. Un scénario jusqu'au péno. Je vois pas le Maroc véritablement s'imposer, parce que je le dis depuis 3 jours, pour moi c'est 50-50. Vraiment, j'arrive pas. Mais moi, je te dis 3-2, mais dans ma tête, c'est tellement indécis. Franchement, je serais pas surpris que le Maroc perde, mais que le Maroc gagne, je vais dire, ça sera pas le coup de la chance. Donc, voilà. Je pense que de toute façon, vous qui avez regardé la vidéo ou qui la verrez plus tard, si vous êtes fan de foot, vous avez forcément, je pense, cette lecture-là de ce match. Franchement, c'est sacrément indécis. Par contre, c'est ce qu'on disait au tout départ. Ouais, on va se régaler. Alors, ok, c'est 3h du mat. J'avoue, c'est pas cool. Mais c'est pour du foot, on va pas se plaindre. Ouais, voilà. Et là, normalement, il y a tous les éléments qui sont réunis pour avoir un sacré match. Et c'est qu'un 16e de finale. De finale. Et affiche demi-finale en 16e. Par contre, si ça finit, comme tu dis, aux prolongations, mais qu'on est sur un vieux 0-0, là, ils vont m'entendre. Parce que si je me lève à 3h du matin, je veux un match où ça ne s'arrête pas. Si je vois que ça... Je vais vraiment pas tenir. Surtout que sans rentrer dans les détails, je crois que tu as des objectifs dans la journée de mardi, des objectifs... Ma journée va être conditionnée par rapport à ce match. Si on est éliminé, il ne faudra pas me parler. Voilà, donc on va souhaiter
un dénouement heureux et possible. Et en plus, j'avoue, moi je suis un enfoiré. Parce que moi, je dis des prolongations, mais donc match à 3h du matin, donc si ça va jusqu'en Ça veut dire prolongation, match, il finit à 5h30, putain. Non, qu'on finit sur un 1-0, même sur un pointu de Issa Diop, et comme ça, 4h du matin, on va dormir. Voilà, oui, mais sauf que non, rajoute en plus les pauses fraîcheurs que t'adores. Me lance pas sur ce sujet-là parce que sinon on est encore là pendant une heure. Je sais. On va s'arrêter là. Toi, tu vois le Maroc, mais comme on l'a dit, voilà, pendant tout ce débat, voilà, c'est serré, ça peut jouer sur plein de choses, la défense, l'attaque, le milieu, enfin vraiment, il y a plein de choses, mais normalement, on va se régaler et on sera là pour faire le débrief. Alors toi, je sais que non, mais moi, à 5h du mat, on sera là pour débriefer et je te le souhaite, mon copain, une victoire pour pouvoir poursuivre la compétition. Espérons. Bon. Eh ben, écoute, merci à toi d'avoir participé. C'était un vrai plaisir, comme d'habitude. Avec plaisir. Et puis, nous, on se retrouve donc très vite. On va revenir tout à l'heure après le match Afrique du Sud-Canada. On va débriefer ça normalement avec Serge sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager quand la vidéo va être dispo en replay. Elle va être aussi dispo en podcast sur toutes les plateformes comme Deezer, Spotify, Apple Podcast. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous découvrez la chaîne. On a besoin de ça, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis, les copains, vous savez que au FC Copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains. Ciao. Ciao.